Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu. Bonjour Catherine. Cette semaine, nous rencontrons Catherine Boivin, une talentueuse artiste multidisciplinaire atikamekw. Originaire de la communauté atikamekw de Wemotaci, Catherine Boivin vit actuellement à Odanak, en territoire abénaki. Détentrice d'un diplôme en arts visuels et médiatiques de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, Catherine Boivin est cinéaste, performeuse, danseuse de fancy shawl, une danse que l'on peut observer lors des powwows, mais elle est aussi marathonienne, tiktokeuse et conférencière. Dans ses recherches artistiques, notre invitée explore notamment les anciens critères de beauté atikamekw, la langue de son peuple, la réappropriation de l'image des premiers peuples et le vécu des femmes autochtones. Sa première exposition solo, Nicotoiseau, a été présentée en 2022 au Centre d'artistes autochtones Daphné à Montréal. À travers ses diverses activités et performances, Catherine Boivin aspire à créer des espaces d'expression pour la nouvelle génération autochtone et à inciter les jeunes à poursuivre leurs rêves et à valoriser leur culture et leurs traditions. Dans cette entrevue captée chez elle, à Odanak, Catherine Boivin nous parle notamment de ses participations au Festival de Cannes, de transmission, de réseaux sociaux et de différences entre appréciation culturelle et appropriation culturelle. Catherine Boivin, Kwe Kwekwe. et Kimiro Pimatizina. Numéro Madine, Kidja. Et toi? Ben, pas mal du tout, vraiment. Et très content d'en fait te rencontrer. Vraiment, merci Catherine Miigwech de nous accueillir chez toi. Ben, ça fait plaisir. Bienvenue. À Odanak, sur le Ndakina, c'est ça? Oui, Dakina. Donc, le territoire traditionnel abénaki. Alors, Catherine, on est justement à Odanak, dans ta communauté d'adoption. Qu'est-ce qui t'a incité, Catherine, à t'installer à Odanak, toi qui es plutôt originaire de la communauté atikamekw de Wemotaci? Premièrement, je suis arrivée ici en 2012 pour faire mes études au collège Kiuna. Donc, je me suis beaucoup attachée à la communauté, puis les gens aussi qui habitent ici. Et éventuellement, c'est ça. Je me suis mis en couple avec un Abénaki et depuis, on s'est mariés, puis là, on a notre fille. Donc, c'est ça. Je me suis établie ici avec ma famille, dans le fond. Ah oui. Et Catherine, tu as étudié en arts visuels et médiatiques à l'UQAM, mais c'est lors de tes études à l'Institut Kiuna ici à Odanak. Donc, je rappelle, c'est un établissement d'études supérieures qui donne des cours sur les questions autochtones, mais aussi des cours pour les communautés autochtones. Donc, c'est lors de ton passage à Kiuna que vraiment le monde de l'art t'a happé, si on peut dire. Depuis, tu as remporté de nombreux prix, tu as participé à plusieurs expositions, tu as effectué des performances aussi. Qu'est-ce qui est au cœur de ta démarche artistique? Je pense que c'est la réappropriation de la culture, mais aussi l'affirmation de ce que c'est être Atikamekw aujourd'hui. Tu sais, être un Atikamekw moderne. Je l'aborde souvent quand je passe des entrevues, c'est que pour moi, être un Atikamekw moderne, c'est être quelqu'un qui s'est actualisé, tu sais, un autochtone qui a un auto, qui a une maison, mais qui pratique toujours sa culture, qui pratique sa langue, qui parle sa langue, et quelque part aussi qui va aborder des sujets qui sont d'actualité toujours et qui touchent les Premières Nations. Tout ça, en fait, c'est ça. C'est comme ça que je me vois. Oui. Et d'ailleurs, tu évoques la modernité qui est très présente dans ta démarche artistique, la technologie. Il y a aussi une place qui est accordée à la technologie dans ta démarche. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ah oui, j'avais déjà une expérience avec le montage parce qu'autrefois, il y avait la Wabuguni Mobile, quand il avait fait ses débuts, tu sais, j'ai souvent collaboré avec eux, mais j'ai souvent participé aux escales quand ils venaient à Wemotaci. Donc, j'avais une base avec le montage. C'est sûr, au début, avant d'aller en art, moi, je voulais aller en cinéma. Et je me suis inscrite pour l'université à l'UQAM pour aller en cinéma. Mais j'avais pas les notes
pour pouvoir entrer dans le programme. Et c'est ça, j'ai été refusée, mais en même temps, je devais finir mon cégep. Donc, j'ai fini le collège CUNA. Mais entre-temps, cette année-là, ça a été... j'avais un peu plus touché aux arts. Et là, à un moment donné, j'ai dit, ben moi, je suis artiste. J'avais mon prof d'art contemporain autochtone de CUNA, Guy Siwi-Durand. Lui, il nous avait fait découvrir c'était quoi les artistes autochtones. Et moi, c'est ça que j'avais envie de faire. Puis finalement, avec une des personnes qui aide les étudiants à s'inscrire dans les collèges, Philippe Antaillard, je ne sais pas s'il va écouter, mais c'est lui qui m'a conseillé. Oui, on salue. C'est lui qui m'a conseillé, oui, de m'inscrire pour le programme de cinéma, mais aussi de faire un certificat. Parce que comme ça, je vais pouvoir faire des œuvres pendant le certificat en art visuel, créer des œuvres pour faire mon portfolio, puis ensuite m'inscrire pour le bac en art visuel. Fait que c'est ça que j'ai fait en 2 sessions. J'avais tout fini mes cours, j'avais créé plusieurs œuvres, puis c'est ça que j'avais soumis. Et c'est comme ça que j'ai pu faire mes études en art visuel. Ah oui. Et puis un élément justement de ta démarche aussi qui me frappe, c'est qu'il semble y avoir un désir pour toi de témoigner d'une façon d'être autochtone qui est loin de tout stéréotype. Tu déboulonnes et tu joues des fois sur des stéréotypes qui sont présents dans la culture, je dirais la culture générale, dans la culture ambiante. C'est un désir, ça, de justement déboulonner, d'offrir une autre vision là, de ce qu'est être Atikamekw aujourd'hui. Oui, tellement. Je pense que c'est important aujourd'hui parce qu'on voit que cette vision-là de ce qu'on a des Autochtones qui est très stéréotypée est encore très présente aujourd'hui. Et c'est ça mon désir, de mettre ça dans ma pratique artistique, mais aussi dans... je fais aussi des vidéos sur TikTok, donc je l'aborde sur plusieurs formes. Dans la forme des arts, je parle beaucoup de la réappropriation du corps des femmes, mais aussi ramener les critères de beauté autrefois des Atikamekw, mais aussi démontrer c'est quoi un Atikamekw et montrer les particularités de la culture. Donc, ça fait beaucoup partie de ma démarche. Ah oui. Et Catherine Boivin, est-ce que tu dirais qu'il y a une dimension, je dirais, spirituelle au sein de ta démarche artistique, au sens où tu parles entre autres de l'importance du rituel, où tu intègres des fois des éléments de rituel dans tes performances? Oui, il y a beaucoup ce côté-là, parce que je pense qu'il y a des façons aujourd'hui de faire ses propres rituels. Et la spiritualité autochtone a longtemps été... c'est très stéréotypé ici au Québec. C'est très présent dans l'ésotérique, mais il y a quelque chose qu'on ne comprend pas dans la spiritualité autochtone, c'est que c'est très humble, c'est très terre-à-terre. Mais moi, dans ce que j'essaie de représenter dans mes œuvres, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes autochtones qui font comme moi. C'est comme aller chercher un peu de la guérison à travers les sujets qu'on aborde. Donc, c'est pour ça qu'on ramène un peu ce côté spirituel. Moi, en tout cas, c'est ça ma démarche. C'est d'un petit peu guérir tout en faisant la performance. C'est ça. Oui, il y a une dimension de guérison. Oui. Et Catherine, je pense que la question des femmes autochtones assassinées et disparues, tu l'as évoqué déjà, la question du corps des femmes autochtones est bien présente dans ton travail. Je ne peux pas m'empêcher de faire un lien avec le décès violent de Mme Eve Tchatché récemment, donc originaire de la communauté Atikamekw d'Opitchouane. Catherine, est-ce que tu dirais que la création, le fait de créer, d'aborder ce thème difficile dans ton art, ça te permet en quelque sorte de, je sais pas, canaliser une certaine indignation, faire en sorte que cette indignation-là, voire cette colère-là, devienne un tremplin vers l'action? Oui, je pense que oui. Et aussi, j'ai fait une vidéo sur justement les femmes autochtones disparues et assassinées. Et je me souviens quand je l'ai faite, pendant que je faisais mon montage, j'étais inquiète. J'étais genre, c'est trop violent. Est-ce que c'est trop violent ce que je suis en train de montrer? Puis j'étais en train d'essayer de, comme tu dis, canaliser ce côté-là de violence pour finalement me dire, avant de finir mon montage, mais c'est parce que c'est violent ce qu'on vit. C'est de la violence. Si ma vidéo est violente, c'est parce que c'est exactement ce qu'on vit. Donc, je me suis pas limitée là-dedans. J'ai décidé de la présenter telle qu'elle. Et je pense que c'est important de montrer ça parce que dans l'art, c'est justement ça qu'on veut propager. Tu sais, que tu vois ce que c'est, puis ça te transmet les émotions qu'on vit là-dedans. Et oui, puis je pense que ça peut sensibiliser les gens, puis de faire prendre conscience. Ça, c'est important pour moi quand je travaille dans des œuvres, là, faire prendre conscience. Puis je pense que c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit de plus douter de ce que je fais, tu sais, parce que je pense que c'est un côté des Autochtones. On veut tout le temps trop faire attention, on veut tout le temps être prudent, faire attention aux autres, mais je suis comme...
on n'a pas à se limiter. On a le droit d'exprimer nos émotions. Puis ce qui arrivait avec Ève, mais tu sais, ça m'a vraiment bouleversée. J'étais sous le choc, puis surtout comment la famille a dû vivre ça, là, tu sais, c'était sentiment d'injustice-là. Je pense que c'était l'envie de le dire, de le nommer, puis d'exprimer notre colère. Catherine Boivin, donc ton approche artistique, ta démarche, elle implique aussi la vidéo, le cinéma. 2 de tes courts-métrages, si je ne me trompe pas, t'ont mené à Cannes, prestigieux festival de Cannes. Donc, le film 6 minutes par kilomètre, entre autres, a été remarqué en 2023. Un film de 3 minutes qui t'a permis de faire résonner la langue atikamekw à l'international. Un film qui donne accès à tes réflexions pendant que tu pratiques la course à pied, un sport qui fait partie de ta vie depuis plusieurs années. Catherine, à quoi tu pensais au moment de la projection là, de ce film-là à Cannes? Ouais, je me souviens, j'étais assise dans la petite salle de projection. C'était une toute petite salle de projection. Mais en le visionnant, j'étais tellement fière, j'étais tellement heureuse que ma langue maternelle m'amène aussi loin. Et tu sais, c'est la course à pied aussi. On faisait des jokes, là, tu sais, la course à pied t'amène loin. Ouais, donc c'est ça. Mais c'est surtout, pour moi, c'est ma langue maternelle qui m'a amenée là. Puis j'étais très contente de ça, tu sais, que ce film ait aussi bien fonctionné. Surtout que c'était pas... moi, le but premier d'avoir fait ce film-là, c'était pour capturer les images de moi qui cours parce que j'avais une exposition à ce moment-là qui avait déjà débuté. Mais le but de cette expo, je voulais qu'on me voit courir et je voulais aussi qu'on voit où je cours, tu sais, comme l'environnement. Fait que j'avais demandé à la Wapikuni Mobile, était venue ici pour la première fois au Odanak et j'étais la coordonnatrice locale. Et je leur ai demandé, est-ce que vous pouvez capturer ces images-là pour moi, pour l'utiliser pour mon expo? Puis là, tiens, en échange, je vais faire un film avec les images. Puis tu sais, c'est du donnant-donnant. Puis oui. Fait que j'ai fait le film, puis j'ai fait un court texte, j'ai fait le montage moi-même, j'ai fait aussi un texte, puis... Je pensais pas que ça allait autant marcher comme ça. Puis les gens j'ai tout de suite eu des très bons retours sur ce film-là. Puis c'est ça. Je m'attendais pas à ce que ça fasse cet écho-là. Oui. Ce que tu dis aussi dans le film, tu dis courir pour tous ceux qui ne peuvent pas le faire. Et tu lances cette phrase-là sans nécessairement la préciser, l'étayer. Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas courir? Je parle en fait de mes ancêtres. Quand je l'ai dit, cette phrase-là, quand je l'ai mise sur papier, je pensais à... C'était dans le contexte où, encore une fois, on parlait des pensionnaires, puis on parlait des jeunes qu'on retrouvait dans des tombes anonymes, oui. des jeunes. Donc, ça a été un peu ça. Je pensais à eux, je pensais à tous mes ancêtres qui sont jamais revenus. Je pense à... Mais c'est ça, ceux qui peuvent plus courir aujourd'hui, en fait. Pour moi, courir, c'est un rituel également. C'est un moment où je dédie souvent des courses à des personnes. Je dédie des prières pendant que je cours. Donc, pour moi, c'est comme un rituel. Et je fais souvent ça. Je dédie ma course à quelque chose, à un moment, puis à quelqu'un. Oui. Ah oui. Et toujours dans 6 minutes le kilomètre, donc ton court-métrage, Catherine, tu réfléchis sur la forme physique de tes ancêtres, ou aussi celle des Atikamekw aujourd'hui. Est-ce que tu dirais que le corps devient, chez toi, par le sport, peut-être aussi par la performance artistique, un lieu de réappropriation, un lieu de reprise de pouvoir? Oui, je pense que la course à pied, pour moi, ça m'a beaucoup permis de me reconnecter à moi-même, mais aussi de reconnecter à ma jeunesse. Parce que les Autochtones, avant, se déplaçaient sur le territoire. Et le fait de se déplacer dans le territoire, ça créait, ça formait leur forme physique à eux, tu sais. Mes grands-parents, c'est ça qu'ils ont vécu. Et ils étaient en forme. On doit être en forme quand tu es dans la forêt, tout ça. Mais avec la loi sur les Indiens, on nous a mis dans des réserves. Donc, on est devenus sédentaires. Et l'alimentation dans nos communautés est... L'accès est difficile. L'accès à des aliments sains n'est pas toujours facile. C'est vrai, parce qu'on habite loin, puis tout ça. Et avoir accès à ces produits-là, c'est plus difficile. Donc, dispendieux. Et moi, je me souviens, quand j'étais adolescente, je l'ai vécu, ça, du passage à la jeunesse à l'adolescence, le métabolisme, tout ça. J'étais pas en forme du tout.
Et la course à pied, ben, je faisais de la danse aussi. Je faisais de la danse dans les power, Fancy Charles. Ça faisait depuis que j'ai au moins 5-6 ans que je danse dans les power. Et j'étais très en forme. Tu sais, un enfant, c'est très en forme quand il est jeune. Mais en grandissant, il faut qu'il entretienne cette forme-là. Mais moi, je ne l'ai pas fait. Donc, je dansais juste une fois par année au power. Puis, j'étais très essoufflée parce que c'est une danse qui est très cardio aussi, là, la Fancy Charles. Et quand j'ai commencé à courir en 2012, j'ai repris de la forme, j'ai repris du cardio. Puis je me souviens quand j'ai dansé au powwow, puis j'étais en forme, j'ai pu danser une danse tout en étant correct. J'avais la même énergie jusqu'à la fin. J'étais émue parce que je me suis comme reconnectée à ma jeunesse, à mon moi quand j'étais enfant. Donc, c'est un peu ça que je vais chercher. Et au niveau de mes ancêtres, je pense que c'est une façon pour moi de ramener cette forme physique-là, puis, mais plus moderne, là, mais contemporaine. Là. Et c'est ça que je souhaite pour toutes les autres Atikamekw, mais toutes les autres Autochtones, qu'on puisse justement se réapproprier aussi de nos critères de beauté, qu'on n'ait pas à... Parce que je pense que chaque communauté a ses critères de beauté. Chez nous, je me rappelle, mes tantes me racontaient souvent cette histoire, c'est que les grands-mères, autrefois, là, ils mettaient plusieurs bas un après l'autre pour avoir l'air d'avoir des gros mollets. Parce que les hommes aimaient ça, les gros mollets des femmes. Puis... Mais c'était une façon pour eux d'avoir l'air d'être attirante pour les autres. Donc, c'est ça. Donc, pour moi, la course à pied, ça m'a beaucoup soigné. Ça m'a beaucoup aidé à me reconnecter à ma danse et tout ça. Et Catherine Boivin, les réseaux sociaux, hein, tu l'évoquais tantôt, constituent un autre lieu d'action que tu privilégies. Et ton rayonnement y est majeur, vraiment. Ton compte TikTok, à lui seul, rejoint près de 33 000 abonnés. Certaines de tes courtes vidéos ont touché jusqu'ici près de 150 000 personnes, mais probablement plus même, là, si on additionne les visionnements sur Facebook, TikTok et autres. Là, ça, c'est seulement les chiffres pour TikTok. On critique souvent les réseaux sociaux, mais à partir de ton expérience, est-ce que tu dirais que les réseaux sociaux peuvent aussi être un intéressant lieu d'éducation, de sensibilisation? Oui, je trouve ça c'est un bon milieu, puis ça permet de rejoindre tout le monde efficacement, je trouve, là. Quand tu propages des belles choses, c'est sûr que tu vas semer des belles choses. Donc, les gens ont de l'intérêt pour les Autochtones. Ils veulent apprendre, puis ils veulent se rapprocher de nous. Donc, tu sais, c'est un bel outil pour le faire. Et ça démystifie beaucoup de choses parce que j'ai vu à travers les réseaux sociaux qu'il y a beaucoup de gens qui se posaient beaucoup de questions, qui ne savaient pas où aller chercher de l'information. Mais ça leur a permis d'en apprendre plus, puis d'avoir moins de crainte à venir vers nous aussi. Puis parce que des fois, je comprends, on peut être craintif un peu en allant vers l'autre, mais parce qu'on a tout le temps peur d'être maladroit. Mais moi, je dis souvent aux gens, on peut être maladroit, il n'y a pas de problème. Puis l'important, c'est qu'on se rattrape, mais c'est dans la bienveillance, tout ça. Oui, puis l'humilité aussi. Ouais, l'humilité, d'accepter le fait qu'on va faire des erreurs. Oui, c'est ça. Je veux dire, dans tout dialogue, dans toute rencontre, c'est sûr qu'on va être maladroit. Oui, c'est ça, oui. Ou un autre. C'est clair, oui. Peut-être la capacité d'en rire, justement, ça peut... Puis nous, on aime ça rire. Fait que, il y a beaucoup d'humour dans mes vidéos, donc c'est pour ça, c'est pas pour rien. Là. Oh oui. D'ailleurs, justement, l'utilisation de l'humour, c'est une façon pour toi, justement, d'entrer en communication. C'est une façon pour toi de désamorcer des situations. Comment tu l'expliquerais, le rôle de l'humour dans tes vidéos? Oui, c'est souvent pour me moquer des images qu'on a de nous. Mais je trouve que c'est une bonne façon d'amener le sujet, puis de le désamorcer, comme tu dis, puis aussi... Les gens rient, mais ça fait du bien, fait qu'on est comme, ben là, c'est... Il y a des sujets, oui, plus sérieux, mais il y a des sujets qu'on a envie de rire parce que ça fait partie de notre culture. Tu sais. Pour nous, le rire, c'est la médecine. Ça a été notre médecine pendant longtemps, puis encore aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on entretient. Oui. Puis il y a aussi tu as une capacité d'autodérision, là, souvent dans tes vidéos, où tu vas rire de certaines situations, tu vas amplifier certaines situations comiques, mais où tu vas aussi faire de l'autodérision, tu vas jouer sur ça aussi. Oui, je pense que c'est important, l'autodérision. J'en parlais avec quelqu'un, je pense que c'était Mélissa Molène. On se disait, il faut être capable de rire de soi-même. Tu sais, quand tu es autochtone, ça c'est important parce que sinon, faut pas être vexé, rien. Puis ça, c'est quelque chose, c'est vrai qu'on a ça beaucoup dans nos communautés. Oui. Confluent avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Catherine Boivin, un thème qui est bien présent dans tes vidéos TikTok. D'ailleurs, c'est présent aussi dans les textes publiés sur ton blog. C'est le thème de l'appropriation culturelle, mais aussi de l'impact de cette appropriation culturelle-là sur les communautés autochtones. Tu fais la différence entre appropriation
culturelle et appréciation culturelle. Où se situe la principale différence entre ces deux attitudes? J'offre des conférences là-dessus. Donc, ce qui est important à comprendre dans l'appropriation culturelle, c'est que ça concerne un peuple qui a été opprimé, un peuple marginalisé, dont les Autochtones, parce que pendant longtemps, la loi sur les Indiens nous a interdit d'utiliser, de pratiquer notre culture. Donc, ça, c'est sûr, ça nous concerne beaucoup. En ce moment, on est en train de se réapproprier de nos cultures. Et ce que je diffuse dans mes conférences, l'appréciation, c'est quelque chose il va avoir un accord, un échange entre les deux. Les deux bénéficient de quelque chose là-dedans. Et un des exemples que j'aime donner, c'est celui des boucles d'oreilles, parce qu'il y a beaucoup de personnes allochtones qui vont dans les powwows, par exemple, qui se demandent est-ce que je peux m'acheter des boucles d'oreilles, est-ce que je peux les porter? Puis là, la réponse est oui, évidemment, tant que la personne à qui tu achètes ton produit est autochtone. Tu permets à cette personne-là de vivre de son art, mais toi, tu permets de faire briller aussi ses œuvres. Et toi, tu bénéficies d'un beau bijou. Donc, c'est un donnant-donnant. C'est un peu là que ça se situe. C'est quand, dans l'appropriation culturelle, il y a le vol, il y a la prise de la culture au lieu mais pas demander de la permission, mais Valoriser. de valoriser, ouais. C'est plus dans le but de, tu vas en bénéficier, mais seulement toi-même, pour toi-même, puis au détriment de l'autre, de la nation concernée. Ouais. Oui. Dans le fond, c'est comme si l'appropriation culturelle, ça renforce les inégalités Oui. plutôt que de dépasser ces inégalités-là. Ça Ouais. les nourrit. Là. C'est exactement ça, oui. Ah oui. Catherine Boivin, un autre élément sur lequel tu t'exprimes avec force et éloquence, c'est sur le phénomène des Autochtones autoproclamés. Hein. On va parler souvent en anglais de pretendians. Là. Donc, c'est un phénomène d'usurpation identitaire où des gens se font passer carrément pour des personnes autochtones, souvent en se réclamant d'un ancêtre assez lointain et souvent un peu ambigu, d'ailleurs. Catherine, quels sont les impacts de ce phénomène-là d'appropriation identitaire à ce moment-là sur les membres des communautés autochtones? C'est quoi les effets concrets de cette pratique-là? Le premier élément qui me vient en tête, c'est en fait ces personnes-là continuent de propager des fausses idées sur les Premières Nations. Ils vont perpétuer en fait la méconnaissance sur les Premières Nations. Souvent, ces gens-là n'ont pas grandi dans nos communautés, évidemment, mais aussi, ils se basent sur des choses qu'ils pensent, c'est ça, être autochtone. Donc, souvent, ils vont googler, ils vont prendre ce qu'ils pensent que c'est être autochtone, puis ils vont l'intégrer. Donc, ça fait en sorte que ça propage des idées fausses sur nous, fait que ça fait en sorte qu'on doit encore travailler 2 fois plus dur parce que déjà, l'ignorance sur les Premières Nations est très présente au Québec. Et c'est ça. Alors qu'on est déjà en train d'essayer de se défaire de ces stéréotypes, de ces faussetés-là. Ouais, ça, c'est un des premiers éléments. Et ensuite, bien évidemment, l'appropriation culturelle, parce que oui, nécessairement, les gens qui se proclament autochtones, qui se prétendent autochtones, vont faire de l'appropriation culturelle. Fait que ça vient en fait enlever, mais tu sais, ce qu'on parlait sur l'appropriation culturelle, ça vient comme créer les inégalités encore une fois. C'est ça. Pour l'instant, c'est ça. Catherine Boivin, tu es maman d'une petite fille de 3 ans, si ma mémoire est bonne. Qu'est-ce que tu désires lui transmettre, lui léguer? Ben, je veux qu'elle soit fière de qui elle est. Je veux qu'elle soit fière. Ben, moi, je mesure 6 pieds 3. Je suis sûre qu'elle va être plus grande que moi, mais je veux qu'elle soit fière comme sa maman d'être grande. Je veux pas qu'elle ait les mêmes combats que sa maman et son papa ont. Je veux que... pour moi, c'est important. C'est ce que je fais aujourd'hui. C'est vraiment pour la prochaine génération. Pour ouvrir le chemin encore plus grand, qu'il y ait plus de facilité. Comme on dit, taper le chemin là, avec nos raquettes. C'est ça que je souhaite pour ma fille, c'est qu'elle n'ait pas les mêmes combats que les miens et qu'elle puisse vivre de sa culture, qu'elle puisse prendre la parole en toute sécurité puis sans entrave ni rien. Et Catherine, tu es Atikamekw de Wemotaci, ton conjoint est Abénaki d'Odanak. Est-ce qu'il y a comme un équilibre à trouver dans la transmission de ces deux cultures-là? Parce que, je veux dire, les cultures abénakises, atikamekw, ils ont des éléments, qui se rejoignent, mais ça reste quand même deux cultures profondément différentes, deux histoires, des deux cultures qui portent des histoires différentes. Donc, comment, toi et ton conjoint, aménager cet espace-là de transmission? Oui, c'est vrai qu'il y a ces deux cultures différentes. Déjà, les deux nations ont leur propre histoire à eux et on n'a pas les mêmes réalités. Mais je pense que moi, en venant ici dans la communauté, c'est essayer de prendre part à cette réalité-là, mais aussi d'essayer pas de l'actualiser, mais peut-être de la changer un peu, puis de
de transmettre ce que j'ai à transmettre à ma fille afin qu'elle puisse mieux intégrer ce qu'elle pourra apprendre ici à Odanak. Parce que la communauté de Wemontashi, ça fait pas si longtemps que ça qu'on a réintégré les cérémonies, tout ça, la culture. C'est arrivé petit à petit. En fait, avec l'arrivée de ma grand-mère est Cri, elle est de Mistassini. Et dans le fond, c'est ça, elle est arrivée à Wemontashi. Et elle a comme amené quelque chose de sa propre nation. Puis elle a décidé de partir le powwow dans la communauté. Mais aussi, c'est elle aussi qui a parti l'Halloween. Fait qu'elle a sorti les jeunes, allez chercher des choses dans les maisons, déguisez-vous. Donc aujourd'hui, comment est Wemontashi? Ben, je pense que c'est en grande partie grâce à elle parce qu'elle a voulu ramener ces savoirs-là, de ramener ce qu'elle a de son côté Cri chez les Atikamekw. Fait que ça a comme éveillé beaucoup de choses. Ben, moi, je me décidé de m'impliquer dans le powwow ici à Odanak et je voulais un peu ramener ce côté-là, cette fierté-là qu'on ressent dans notre powwow. Mais ils ressentent une fierté ici à Odanak, mais j'avais envie comme de leur donner un peu ce que nous avons à Wemont. C'est comme un powwow qui leur a son propre puis qui va afficher leurs couleurs, c'est ça. Fait que ma grand-mère, elle m'avait écrit et elle me disait tu me fais penser à moi quand j'étais jeune et quand j'ai commencé à faire ça. Fait que ça m'avait beaucoup touché ça. Puis il y a une chose qu'elle m'avait dit, c'est que parfois les femmes doivent prendre le rôle des hommes parce que les hommes sont pas prêts. Et quand ils vont être prêts, là, ils vont prendre la place. Puis il y a des moments où dans ma vie, j'ai dû prendre la place d'un homme. Mais c'est ça que j'ai appris de ma grand-mère. Puis quand elle m'a partagé ça, ça m'avait beaucoup touchée. Mais je voyais un peu que, oui, des fois, il faut accepter le fait que on va pas tout réparer tout de suite. On va tranquillement, puis les gens vont prendre leur place parce qu'ils vont se sentir prêts. Voilà. Mais c'est intéressant aussi ce jeu-là des influences entre les communautés, parce qu'il y a quand même assez fréquent des gens qui vont être originaires d'une communauté et aller vivre dans une autre. Donc, ce brassage-là culturel au sein même des communautés autochtones, ça peut insuffler des nouvelles choses. De ces brassages-là, il y a du bon puis du beau qui en ressort. Là. Non, vraiment. Puis je pense que c'est ça que... On a besoin de s'entraider entre les communautés. Puis je pense qu'on doit aussi accepter la réalité de chaque communauté, tu sais, parce que ça peut exister du racisme entre les nations, ça existe. Mais je pense qu'on doit être plutôt, comme je disais, bienveillant. Il faut qu'on s'entraide. Ouais, c'est important l'entraide entre nous. Puis moi, je pense que dans les powwows, ben, c'est une forme d'entraide qu'on peut s'offrir. Ouais, oui. J'imagine que ta fille aussi, elle va voir cet engagement-là qui est le tien, cette manière-là que tu as d'habiter la communauté d'Odanak, dans le fond, là, et s'en inspirer. Là. J'imagine qu'il y a une façon de transmettre aussi par l'action, par l'exemple, en quelque sorte. Oui, non, vraiment. Je pense que c'est une des choses premières que j'avais appris que c'est par l'exemple qu'on... moi, je le fais parce que c'est pour moi, mais j'espère en inspirer d'autres après. Oui. Ah oui. On parle ici de transmission vers ta fille, mais j'imagine aussi que tu portes un regard sur la jeunesse Atikamekw et jeunesse abénakise aussi, un désir d'être un modèle positif pour ces jeunes-là. Oui, je pense. Oui, aussi, c'est toujours ça que j'ai en tête, c'est toujours les jeunes. Puis il faut s'encourager entre nous aussi, puis être content, parce que pendant longtemps, avec les problèmes sociaux qu'a créé les pensionnats, ben, ça nous a comme enfermés un petit peu dans nos mal-être, mais on dit qu'on peut jamais être content pour les gens qui réussissent. C'est ce que j'aimerais transmettre aux plus jeunes, c'est soyez contents des autres qui réussissent, mais soyez contents pour vous aussi, parce que vous en êtes capable, vous aussi. Ah oui. Est-ce que le fait de vouloir agir de manière cohérente, de vouloir être un modèle pour les jeunesses abénakises, atikamekw ou la jeunesse autochtone en général, est-ce que c'est lourd à porter parfois? Oui, des fois, c'est lourd, mais en même temps, je pense que j'ai appris avec le temps de me consacrer dans ce rôle-là, mais aussi de ne pas trop en mettre sur mes épaules. Parce qu'il y a tellement de sujets que j'aborde que des fois, c'est tellement lourd que ça... Des fois, j'ai de la misère, là, des fois. Mais après, j'essaie de me concentrer sur le message que j'envoie, puis le positif. Et pas trop me donner de pression non plus. Avant ça, je m'en donnais énormément. Mais je pense que c'est important d'accepter aussi des fois on est être humain, puis on peut ne pas tout prendre non plus, c'est ça. Mais il y a des gens qui prennent ce rôle-là. On me parlait des rôles tantôt, mais il y a des gens qui ont plusieurs personnes ont chacun leur rôle, ont chacun leur sujet, puis plusieurs sortes de modèles. Ouais. Oui. Plusieurs sujets, oui.
Et en terminant, Catherine Boivin, tu l'évoquais tantôt, tu es bien présente dans les powwows qui se tiennent un peu partout au Québec. Tu t'impliques ici à Odanak dans le powwow de la communauté. Tu danses le fancy shawl. C'est une danse assez dure là, physiquement. C'est quelque chose qui est assez rigoureux là, sur le plan du cardio. Là. Qu'est-ce qui t'a attiré vers cette danse-là? C'est-tu la dimension athlétique, justement, ou... Qu'est-ce qui t'a attiré? Ou les couleurs, parce que c'est très coloré aussi. Là. Tu disais que tu avais commencé à 5-6 ans. J'imagine, là, à cet âge-là, c'est pas une décision très raisonnée. Où on est plus dans l'émotion. Oui, ben en fait, quand j'étais jeune, c'est une danse, fancy shawl, en fait, c'est, en français, des fois, on l'appelle la danse du papillon. Et c'est une danse beaucoup plus contemporaine que comparée aux autres qui sont arrivées un peu plus avant, là, mais c'est plus récent, fancy shawl. Et moi, quand j'étais jeune, ma grand-mère adore raconter cette histoire quand elle fait des ateliers de couture. Elle dit, Catherine est venue me voir, puis elle a dit qu'elle voulait faire la danse des chauves-souris. C'est moins coloré. Oui, c'est moins coloré parce que dans le fond, tu sais, le fancy shawl, tu danses avec un châle dans tes bras, puis tu agites pas agites les bras, mais tu vas bouger les bras, puis il y a des franges. Fait que moi, dans ma tête d'enfant, je pensais que c'était la danse des chauves-souris. En tout cas. Fait que là, c'est comme ça que j'ai décidé. C'est comme ça qu'est venu mon premier régalia parce que ma grand-mère aussi fait de la couture. Donc, elle m'a fait un régalia de fancy. Mais je pense que ça a été naturel. Ça a été tout de suite lui que je voulais. C'est ça. C'est ça que je voulais danser. Puis aujourd'hui, comment je le perçois, comment je l'identifie, c'est plus le côté liberté et le côté athlétique. Oui, ça j'aime ça. Avoir où on danse très rapidement, où on se surpasse. Puis parce que c'est une danse, mais fancy en français, c'est fantaisie. Donc, on se laisse aller, puis on crée des pas. Et ouais, c'est ce que j'aime. Oui, donc ça rejoint le désir de créativité, d'expression aussi. Oui, c'est ça, exactement. Ça devient un mode d'expression. Oui, puis tu sais, un côté aussi historique, là, c'est que les femmes, en fait, voulaient danser le fancy. C'était les hommes fancy avant, c'était un style de danse qui était réservé aux hommes. Et les femmes se sont petit à petit mises à vouloir se joindre à cette danse très rapide et avec le drum très rapide. Et c'est là que c'est comme une émancipation de la femme un petit peu qui est arrivée à ce moment-là parce qu'on a laissé les femmes, OK, dansez vous si vous voulez danser cette danse-là. Donc, ça me rejoint aussi de ce côté-là, tu sais, comme on se modernise, mais aussi on laisse la femme s'émancipe. Ah oui, oui. Et dans le fond, les powwows, souvent, des personnes allochtones, des personnes non autochtones, on se demande est-ce qu'on a le droit d'aller dans un powwow? Je pense que la réponse, c'est oui, c'est ouvert, les powwows. Je pense peut-être pas aller danser dans le powwow, mais à tout le moins y assister avec respect, ça doit être possible. Ben oui, vous pouvez danser aussi. Vous êtes les bienvenus. Puis ça, c'est le truc qu'on me pose le plus souvent. Est-ce qu'on a le droit de venir dans vos powwows? Je suis comme, ben oui, vous pouvez venir, venez. Oui, venez, puis il faut juste respecter les protocoles, mais il y a tout le temps quelqu'un qui va vous aider. Vous avez juste à écouter le maître de cérémonie. Il va vous guider, il va vous dire quand aller danser, parce que oui, vous pouvez danser aussi. Il y a des moments où tout le monde peut aller danser. Ah oui, c'est des moments où tout le monde peut aller dans l'arène. Là, Et je pense qu'il faut quand même approcher cet événement-là comme un événement où il y a des éléments sacrés. Hein? Je pense qu'on ne débarque pas là... On ne peut pas prendre des photos tout le temps. Je pense qu'il y a quand même justement, le maître des cérémonies nous indique un peu oui, c'est ça. la marche à suivre. Il y a des règles à suivre, puis il y a comme je dis, des protocoles à respecter. Et tu sais, vous venez vivre le moment présent avec nous parce que souvent, c'est ça le power. C'est pas un moment qu'on fait pour vous. On est là pour nous aussi. Mais venez, si vous voulez venir partager, profiter de ce moment-là aussi pour venir... vivre ce moment-là, c'est ça qui est le fun aussi. Puis oui, demander la permission pour prendre les photos aussi des danseurs, ça c'est important. Mais le MC, comme je dis, il va vous le dire quand prendre et quand ne pas prendre de photos. Oui, parfait. Eh bien, Catherine Boivin, Mishta Miigwech, vraiment pour ton accueil. C'est vraiment une grande joie de te rencontrer et de pouvoir discuter avec toi. Ben, ça fait plaisir, Miigwech. Machashi. Machashi. Un immense merci à Catherine Boivin, artiste multidisciplinaire atikamekw, de nous avoir accueillis chez elle à Odanak. L'émission Confluent est portée par l'organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples Mission Chez Nous. Pour en savoir plus, visitez sans tarder notre site web www.missioncheznous.com. À très bientôt, Catherine. À très bientôt, Mathieu.
Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et la Fondation Lucien Labelle.